Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 26 novembre 2023. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu samedi au Caire avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Slovénie, M. Tanja Fajon, et M. João Cravinho, qui est ministre des Affaires étrangères du Portugal. Les trois parties ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à consolider la trêve humanitaire déclarée à Gaza et de s'appuyer sur celle-ci pour parvenir à un cessez-le-feu global. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Madame Tanja Fajon, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Slovénie, et Monsieur João Cravinho, ministre des Affaires étrangères du Portugal, en présence de Sema Chokri, ministre des Affaires étrangères. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que les parties slovènes et portugaises ont salué la trêve humanitaire déclarée dans la bande de Gaza, appréciant le rôle de leadership égyptien stratégiquement, politiquement et humanitairement tout au long de la crise depuis son déclenchement la dernière fois, le 7 octobre, qui a été couronné par une médiation commune pour parvenir à une trêve et échanger des libérations sur les prisonniers et détenus, ainsi que sur le rôle apprécié de l'Égypte dans l'évacuation des ressortissants étrangers de la bande de Gaza. Le porte-parole officiel a ajouté que la réunion a porté sur un consensus sur la nécessité d'achever les travaux visant à stabiliser la trêve et de s'appuyer sur celle-ci pour parvenir à un cessez-le-feu permanent, en plus de la nécessité de fournir un soutien immédiat et efficace aux efforts de secours humanitaire pour la bande de Gaza, d'une manière suffisante pour soutenir la population de Gaza, dont les moyens de subsistance et la sécurité ont été détruits. La réunion est parvenue à un consensus sur le rejet catégorique du déplacement forcé de la population de Gaza de ses terres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a de son côté apprécié les positions des pays du Portugal et de la Slovénie concernant le conflit, soulignant que la Slovénie est membre non permanent du Conseil de sécurité pour les années 2024-2025. Le chef de l'État a affirmé la nécessité d'agir sérieusement pour parvenir à un règlement global du conflit de la cause palestinienne et la reconnaissance de l'État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, de manière à réaliser la justice et à garantir une sécurité et une stabilité permanente dans la région pour tous ses habitants. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Thabet, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Mahmoud. Bonjour. Alors, premièrement, comment estimez-vous ces rencontres du président de la République avec, hier, on parle des ministres des Affaires étrangères de la Slovénie et du Portugal. Juste avant, c'était l'Espagne et la Belgique le vendredi. Comment voyez-vous ces rencontres et leur effet sur la situation dans la bande de Gaza surtout? Oui, c'est très important que ces rencontres se sont eu lieu pour la raison simple que comme ça, il y a vraiment une vraie témoignage de ce qui se passe à Gaza. Et à ce moment-là, qu'ils comprennent bien sûr que c'est une situation terrible pour la population civile de Gaza. Et puis en plus, les déclarations qui se sont lieu par les deux premiers ministres, celui de Belgique et celui de l'Espagne, ils étaient tout à fait à point. C'était exactement le genre de soutien dont les civils de Gaza ont besoin de la coopération européenne. Parce que c'est ce genre de pression vraiment à la fin qui pourra bien apporter un cessez-le-feu final sur la situation, pas un qui est temporaire. Parce que là, on est en train de dire c'est une génocide temporaire. Ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça. Certes.
Est-ce que vous pensez que de part et d'autre dans le monde, l'opinion publique mondiale commence à se sensibiliser de la crise de Gaza et des Palestiniens, du peuple palestinien en général? Ah oui, absolument. Il y a ce qu'on a témoigné de la brutalité de l'attaque sur Gaza a provoqué une réaction d'un moment qu'il y a les populations de l'Europe et des États-Unis qui ont pour la première fois vraiment fait un effort pour s'éduquer sur la situation. Et soudainement, on voit une vague d'opinion publique tout à fait pour le peuple palestinien et ce qui se passe à Gaza actuellement. Et c'est un grand changement de ce qui s'est passé avant. Et vraiment, c'est quelque chose d'inattendu, je dois dire, parce que là, c'est pas la première fois, après tout, que Oui. Israël s'est rentré à Gaza. Oui. L'une des signes qui m'ont un tout petit peu choqué, c'est que l'Égypte, avec ses problèmes économiques et la situation actuelle en Égypte, à elle seule a présenté plus que les trois quarts à peu près ou la moitié des aides humanitaires et des aides d'aliments, de denrées alimentaires et également de fournitures médicales à la bande de Gaza. Et le reste du monde a fait à peu près une vingtaine de pourcents de tous les aides envoyées à Gaza. Alors ce chiffre m'a vraiment choqué dès le début de la crise du fait que l'opinion publique mondiale n'était pas au courant, n'était pas sensibilisée de cette crise humanitaire que les Nations Unies en ont parlé suffisamment quand même avec la visite de M. Guterres au point de passage de Rafah et en Égypte. On peut dire qu'à présent, l'image se concrétise de plus pour le monde de ce qui se passe sur le terrain à Gaza. Oui, et puis en plus, à vrai dire, on a vraiment vu un rideau de propagande israélien qui a couvert la situation de Gaza depuis des années. C'est pas seulement dernièrement, mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Les gens sont vraiment sont réveillés au fait de ce qui se passe. Et ça fait une grande différence et la pression est énorme sur leur gouvernement propre de faire quelque chose. Et même les petites villes aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, des petites villes, ils ont des démonstrations, ils ont fait des déclarations tout à fait pour le peuple palestinien. Et vraiment, c'est inouï. C'est complètement inattendu. On n'a pas vu vraiment ce genre de choses avant. Mais oui, j'espère que les alimentations viendront de ces pays pour aider qu'il y aura même une réponse internationale sur ce qui se passe dans ce sens, dans le sens d'aliments et des ressources médicales, spécialement pour les blessés de Gaza aussi. Espérons pour la résolution de cette crise du peuple palestinien très prochainement. On a bonne espérance en bon Dieu. De toute façon, docteur Mahmoud Thabet, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu des pourparlers tripartites avec ses homologues slovènes, Tanja Fajon, et portugais, João Gomes Carbinho. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Abou Zeid, les pourparlers ont porté sur les conditions dans la bande de Gaza. Les trois parties ont convenu sur la nécessité d'un cessez-le-feu global. Messieurs Fayon et Carbinho ont par ailleurs loué le rôle de l'Égypte dans la réalisation de la trêve à Gaza.
Et parallèlement avec la trêve temporaire dans la bande de Gaza, 6 Palestiniens ont été tués hier lors de plusieurs incidents avec l'armée de l'occupation israélienne en Cisjordanie. Le ministre de la Santé palestinien a annoncé qu'un jeune médecin âgé de 25 ans a été tué devant sa maison à Qabatiya, près de Jenin. Un autre Palestinien a été tué à El Bira, près de Ramallah. 4 personnes ont trouvé la mort par des tirs de l'occupation israélienne à Jenin lors d'une large incursion des véhicules blindés dans la ville qui était théâtre récemment des plus grands raids israéliens depuis 20 ans. Selon des témoins, l'armée de l'occupation israélienne a encerclé l'hôpital public de Jenin et de Ibn Sina alors que leurs soldats étaient en train de fouiller les ambulances. Selon les autorités palestiniennes, plus de 230 Palestiniens ont trouvé la mort en Cisjordanie par des soldats ou des colons dès le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas des territoires occupés. Et le Wakala al-Ghouri est un bâtiment, chers téléspectateurs, commercial édifié au Caire entre 1504 et 1505 sur l'ordre du sultan mamelouk al-Ashraf Qunso al-Ghouri, près de la mosquée Al-Azhar. Pour plus de détails, voici un commentaire. La Wakala del-Ghouri est un bâtiment commercial édifié au Caire en 1504-1505 sur l'ordre du sultanat mamelouk al-Ashraf Qunso al-Ghouri, près de la mosquée Al-Azhar. Avec son immeuble de rapport, la Wakala faisait partie du waqf du complexe funéraire du sultan. Ce caravansérail urbain permettait donc de financer le fonctionnement d'un complexe qui comprenait, outre sa tombe à 2 salles sous dôme, un koteb ou une école élémentaire, un sabil ou une fontaine et une mosquée. Le complexe, tout comme la Wakala, se trouvait sur la Kassaba, une des artères principales du Caire, sur laquelle s'élevaient déjà nombre de complexes mamelouks, comme celui du sultan Qalawun par exemple. La Wakala s'organise autour d'une cour rectangulaire, accessible depuis une entrée monumentale au nord. Autour, 2 étages derrière une arcade servaient de réserve pour les marchandises, tandis que s'élevaient au-dessus 3 étages d'appartements en triplex dont l'accès se faisait par une autre porte donnant sur la rue. Ce type de caravane urbain, dont il existe d'autres exemples au Caire ainsi que dans les villes d'Alep et de Damas, était en général organisé selon le type de commerce et la nationalité du commerçant. Le complexe du sultan al-Ghouri a été fermé pendant 7 ans au public afin d'être entièrement restauré sous la houlette de Ayman Abdelmonem, directeur du projet de développement et de rénovation du Caire historique et restaurateur du palais de Taz. Des travaux importants ont été entrepris, notamment le creusement de 11 puits pour empêcher des infiltrations d'eau souterraine, le nettoyage des plafonds peints et dorés, le renforcement des fondations et l'assèchement d'une citerne de 1500 mètres cubes d'eau en forme de croix latine. Les sondages au sonar ont été pratiqués dans la salle El Khamka, sous laquelle l'épouse et la fille du sultan reposeraient, et mise en évidence des salles souterraines qui n'a pas été possible d'atteindre. Le coût total a dépassé les 20 millions de livres égyptiennes et le complexe a été inauguré en novembre 2005. Et l'autorité nationale des élections, l'ANE, a examiné toutes les plaintes déposées par les citoyens et a répondu à leurs demandes concernant l'emplacement des centres électoraux qui sont désignés en fonction de leurs désirs et à la lumière des règles annoncées afin de permettre aux électeurs de voter plus facilement et mettre en œuvre leurs droits constitutionnels. L'ANE a permis à partir du 7 novembre sur son site internet aux citoyens de s'informer sur leur siège électoral et leur éligibilité à voter
dans le processus électoral en utilisant la carte d'identité nationale et leur a permis récemment, le 15 novembre, pour changer le centre de vote dans lequel ils vont voter, à condition que le nouveau centre soit situé dans son domicile électoral. Et la campagne électorale du président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendue au chevet des blessés gazaouis transférés à l'hôpital d'Al-Arish au nord du Sinaï. Le chef de la campagne, Mahmoud Fawzi, a souhaité au nom du président et en son nom un prompt rétablissement aux blessés, affirmant la forte préoccupation du président el-Sisi à poursuivre le rôle historique de l'Égypte à l'égard de la Palestine pour parvenir à une solution juste et globale à la cause palestinienne basée sur l'établissement d'un État palestinien aux frontières de 4 juin 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. Le chef de la campagne du président a noté que le président el-Sisi a donné la priorité au développement du Sinaï depuis sa prise de fonction, allouant à cet égard 600 milliards de livres égyptiennes. Par ailleurs, le parti Al-Mu'tamar, dont le gouvernorat de Gharbeya et la coordination des jeunes des partis et des politiciens ont organisé une conférence dans la ville de Tanta en signe de soutien au président sortant au cours de la prochaine présidentielle. Et le candidat à la présidentielle, le docteur Abdel Sanad Yamama, chef du parti Al-Wafd, a lui tenu samedi une conférence électorale à Tanta, au gouvernorat de Gharbeya. Lors de la conférence, Yamama a présenté son programme électoral basé sur 4 axes, à savoir la réforme économique, la réforme législative, la réforme de l'enseignement et la protection des droits de l'Égypte à l'eau du Nil. Et enfin, le Forum mondial de la jeunesse, le FMJ, a annoncé samedi le lancement de l'initiative des jeunes pour revivre l'humanité en appelant à l'instauration de la sécurité, la paix et la protection des civils dans les zones en conflit. Le forum appelle tous les militants et influenceurs du monde désireux de rejeter la violence, de diffuser les valeurs de tolérance et de soutenir les victimes des guerres et des conflits à participer à cette initiative. Cette initiative a pour but d'unifier les efforts internationaux et des jeunes du monde face aux défis et renforcer les efforts vers la réalisation de la paix mondiale. Les activités de l'initiative, qui s'étendra sur 3 jours dans la ville de Sharm el-Sheikh, comprend un nombre de séances de dialogue interactif ouverts à tous les participants, en plus de plusieurs événements et rencontres avec les médias. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.